Good morning poker. Dans ce huitième épisode de Poker Instinct, nous allons nous intéresser à l'aspect du metagame comme étant un des éléments de variable d'ajustement de nos facteurs de base. Vous vous rappelez que nos trois facteurs de base qui conditionnent toutes nos décisions sont la position, le stack et le range. Précédemment, nous avons vu deux variables d'ajustement, les adversaires et le board. Aujourd'hui, nous allons voir le metagame. Le metagame, qu'est-ce que c'est? Bon, le game, c'est le jeu de poker. Et le metagame, ça veut dire ce qui tourne autour du poker, ce qui est en plus du jeu lui-même. Donc, nous avons le jeu mathématique et nous avons un certain nombre d'éléments qui vont éventuellement faire modifier notre décision initiale, qui était basée sur la mathématique et la fréquence et le comportement des joueurs. Et nous allons nous intéresser à ce qui est à l'extérieur de ces facteurs de décision. Donc, on va commencer par les émotions. Si un joueur est dans une courbe d'émotions extrêmement forte, avec beaucoup d'adrénaline, il est ce qu'on appelle en tilt, et il va éventuellement prendre des décisions qui vont être altérées. On est comme inondé par les émotions. Et ça se voit dans des tels physiques ou des tels de timing pour le jeu online, c'est-à-dire que la personne va miser, par exemple, all-in très très vite. Ça, c'est typique d'un joueur éventuellement en tilt, ou bien c'est un joueur qui, au contraire, a un jeu énorme et il ne veut pas le compromettre en plusieurs streets de value. Il va vouloir tout gagner tout de suite. Après, il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut faire un all-in, mais les émotions sont et le tilt sont une très bonne raison pour faire un all-in à un moment donné pour plein de joueurs. Il y a également la situation du tournoi. Par exemple, si le tournoi, les blindes montent très vite, on va se retrouver très vite short stack. Et donc, du coup, on va vouloir faire un all-in tout simplement parce qu'on aura atteint le niveau mathématique où le all-in est rentable avec any2, avec n'importe quelle deux cartes. Et il y a plein de situations du tournoi où on va faire une décision, on va prendre une décision qui est très différente de celle qu'on aurait prise dans une autre situation de tournoi. Je vais vous donner un exemple. Il s'agit d'un satellite et on est à la bulle du satellite. Il y a plus qu'un joueur éliminé et tous les autres joueurs seront qualifiés pour le tournoi dont le satellite se jouait. Donc, vous avez la paire d'As, pré-flop, c'est génial, et vous êtes avec un stack relativement moyen par rapport à d'autres joueurs, et il y a un joueur avant vous qui fait all-in. Et puis, soudainement, il y a un autre joueur avant vous qui fait aussi all-in, mais celui-là vous couvre. Et donc, si vous faites all-in avec les As et qu'il gagne le coup, en fait, vous allez être éliminé du tournoi, en plus évidemment du fait qu'un seul joueur sera éliminé et donc il vous couvre. Si personne ne vous couvre, c'est tentant, mais combien de big blind vous restera-t-il pour résister à une orbite supplémentaire avec les antés, etc. Et donc, est-ce que vous allez tenir le coup si vous perdez ce coup-là suffisamment pour qu'un autre joueur soit éliminé? Et donc, vous vous dites, si le deuxième joueur qui a fait all-in bat le premier sera éliminé et je serai qualifié. Et donc, vous décidez, d'une manière complètement stupéfiante, de jeter votre paire d'As. Et effectivement, le joueur qui couvrait l'autre avait une paire de rois, il tombe contre une paire de 9 et malheureusement, un 9 sort à la river et l'autre joueur, celui qui avait le petit stack, n'est pas éliminé.
il est devenu maintenant avec un stack raisonnable, et tout recommence, et vous avez jeté votre paire d'as. Mais si vous aviez tenté et que vous aviez perdu le coup contre le joueur qui était le plus fort, vous auriez été éliminé du tournoi. Donc quand vous êtes en situation de survie, quelquefois, il faut savoir jeter des cartes qui potentiellement sont EV+. Les As sont EV+, à plus de 80%, 85% du temps contre un adversaire, et ainsi de suite, 2 adversaires, 3 adversaires, vous avez quand même un gros edge. Mais même si vous avez 70%, ça ne fait pas 100%. Imaginez que vous soyez au World Series of Poker et que c'est la première main, vous avez payé vos 10 000 $ d'inscription, vous êtes venu jusqu'à Las Vegas, et là, la première main que vous recevez, c'est une paire d'as. Et vous avez quelqu'un qui, juste avant vous, fait all-in. Est-ce que vous payez le all-in? Vous avez fait tout ce voyage pour être éliminé au bout d'une main avec une probabilité de 15%. Je pense que vous allez jeter vos as. Parce que vous n'allez pas risquer tout votre tournoi sur une seule main. C'est arrivé d'ailleurs au World Series of Poker où 2 joueurs ont fait all-in à la première main. Ils avaient tous les deux des as et l'une des 2 mains a fait couleur. Voilà. Et donc c'est comme ça que la situation de tournoi rentre en question. Le niveau de tournoi qui est extrêmement important et le moment de la bulle naturellement, et également le moment où on se rapproche de la table finale, où là les payouts commencent à être les plus sympas. Ensuite, il faut tenir compte dans le metagame de l'état physique et mental. C'est-à-dire que si un joueur est fatigué, soit physiquement, soit mentalement, soit psychiquement, ce qui revient aux émotions et au tilt dont on parlait tout à l'heure, il va prendre des décisions plutôt hâtives, à l'emporte-pièce, et parce que l'état de fatigue influe sur la prise de décision. Vous n'avez qu'à voir pourquoi on dit qu'il faut faire une pause quand on conduit une voiture, c'est exactement ça. L'état physique entre en ligne de compte. Si vous avez des soucis aussi, des soucis financiers, des soucis familiaux, etc., le mental rentre énormément en ligne de compte, et vous avez des joueurs qui, ayant un mental détérioré ou un physique détérioré, notamment un manque de sommeil, commettent des erreurs colossales. On retrouve cela plus en détail, j'en parlerai dans un prochain épisode, d'être dans la zone ou de jouer un jeu A, un jeu B ou un jeu C. Le jeu C étant évidemment le plus mauvais, c'est presque un jeu immédiat, réflexe, et le jeu A est un jeu réfléchi, calme, pondéré, qui analyse, etc. Et un jeu B, c'est un jeu moyen entre le jeu A et le jeu C. Puis être dans la zone, ça veut dire être comme sur un nuage, jouer, tout est facile, on comprend tout ce qui se passe, on est focus, etc. Donc, pour avoir une chance de jouer son jeu A et d'être dans la zone le plus longtemps possible, il est important de maintenir une forme physique et mentale à toute épreuve. C'est pour ça que beaucoup de joueurs pros de poker font de la méditation, ils font également de la sophrologie, de l'auto-hypnose ou de l'hypnose, et côté physique, ils font du sport, ils font également beaucoup de choses récréatives en dehors du jeu, parce que c'est extrêmement demandant physiquement et psychiquement de rester concentré pendant des heures et des heures sans commettre la moindre erreur. Et comme le jeu s'appelle Texas Hold'em No Limit, une erreur peut effacer 6 heures d'affilée de bon jeu. Et donc c'est extrêmement important d'avoir un état physique et mental irréprochable tout au long du jeu. Après, il y a un autre élément du metagame qui est toujours lié naturellement
à l'interaction avec les autres joueurs et avec le fait d'être dans un tournoi, mais pour un cash game, ça vaut aussi. C'est l'historique que vous avez avec un joueur. Par exemple, il vous a infligé un bad beat avec une merguez il y a quelques jours. Vous le retrouvez à table, vous avez pris une note, et puis ça recommence. Il vous fait all-in, et vous vous dites cette fois-ci il a rien, et ben manque de bol, cette fois-ci il avait les as ou les rois. Et au contraire, un joueur qui est calling station va suivre tout le temps, et puis vous vous dites que vous allez le faire lâcher, mais non, c'est une calling station, il faut en tenir compte. Et puis le dernier élément, c'est la dynamique de la table et l'image. Donc, il y a quelque chose de très important, c'est que pour des raisons inexplicables, tout d'un coup, on se retrouve dans une table où tout le monde est agressif, ou à l'inverse, tout le monde est passif, ou alors tout le monde décide de faire de l'imper ou de faire des min-bets. Et donc, on ne comprend pas bien pourquoi ça. Et tout d'un coup, cette table qui était passive, une heure après, est une table hyper aggro avec les mêmes. Bon, c'est vrai que peut-être que les blindes ont usé les stacks des gens qui étaient justement sur la tente, et ils changent de braquet, c'est possible. Il y a aussi l'image, votre image que vous donnez. Est-ce que vous donnez une image d'un joueur agressif? Alors même online, on a une image, c'est-à-dire que l'image que l'on a, elle est directement liée online, non pas à ce qu'on voit de vous physiquement ou de votre comportement, mais tout simplement des mises que vous faites. Et en live, évidemment, on voit votre âge, votre, votre comportement, vos habits, voilà, tout ça influe sur l'image que vous donnez. Et il est très important de donner toujours une image inverse de la réalité de votre situation. Par exemple, si vous êtes jeune, vous aurez forcément une image loose, agressif, et si vous êtes âgé, vous aurez par défaut l'image de quelqu'un de serré et de relativement passif. Donc si tout d'un coup vous vous comportez comme un jeune alors que vous ressemblez à un comptable en fin de carrière, ça va troubler les adversaires, et c'est excellent. Ce qui me permet de vous parler des tels. Donc on fera toute une vidéo sur les tels naturellement. Sachez que les gens, d'une manière très simple, et ça a été découvert par le concepteur même des tels, les gens sont toujours en train de faire comme un acteur, c'est-à-dire qu'ils font toujours l'inverse de ce qu'ils sont réellement ou de ce qui se passe réellement. Donc quand quelqu'un n'a pas de jeu, il cherche à faire croire qu'il en a, et quand quelqu'un a du jeu, il cherche à faire croire qu'il n'en a pas. Le grand découvreur des tels qui les a théorisés, Mike Caro, dit exactement ça. Weak means strong and strong means weak. Donc les gens font semblant, et tous les tels physiques permettent de savoir par leur comportement au niveau de leur visage, leurs mains, etc., s'ils sont en train de dire la vérité ou pas. Tout est là en fait. Est-ce que la personne a vraiment du bon jeu par rapport au fait qu'elle est en train de sourire? Est-ce que c'est un sourire sincère? Est-ce que c'est un sourire fake, bidon? C'est justement la force de découvrir cela au niveau physique. Malheureusement, online, il n'y a pas de tel physique, sauf quelques sites où on voit le visage des gens, mais c'est très rare. Et donc, il faut qu'on aille vers les betting tells, les tells, les indices qui proviennent des mises des gens, et c'est extrêmement fiable, surtout les mises qui ont lieu à la river. Plus on s'approche de la river,
plus une mise est honnête. C'est-à-dire que ça engage tellement à la river votre stack que c'est toujours des pots plus importants, que les pots qui vont arriver à la river sont très importants en termes de tells. Donc les mises pré-flop et les mises au flop sont moins importantes, il y a moins d'honnêteté dans les mises, et plus on se rapproche de la river, plus les mises sont sincères. Il y a également les timing tells, c'est-à-dire les tells qui sont liés au temps que prend la personne pour miser ou pas. En gros, quand quelqu'un mise rapidement, c'est soit qu'il a un tirage et il paye pour aller voir le tirage, soit il a un jeu fait et il veut continuer pour aller au showdown. Inversement, une grosse réflexion puis un check veut souvent dire faible, jeu faible ou deuxième, troisième paire, tirage, ace-high, ou bien veut dire, lorsque on réfléchit beaucoup et on mise, que l'on a réfléchi au montant de la mise qui était adéquate pour accomplir le but qu'on recherchait, soit un bet pour value, soit un bet pour fold. Donc, c'est très rare que quelqu'un ait le sizing très rapidement correct. Et donc, dès lors qu'il va faire une mise qui l'intéresse dans son plan, il va prendre un peu plus de temps. Donc, un petit truc par rapport à ça, si vous savez exactement ce que vous allez faire, par exemple, vous allez faire un check pour obtenir une carte supplémentaire, une street supplémentaire parce que vous avez un bon tirage, comptez jusqu'à 5. De même, lorsque vous allez folder suite à une mise et que vous saviez de toute façon que vous aviez abandonné le coup, comptez jusqu'à 5. Et comptez jusqu'à 5 également lorsque vous allez miser pour value et que vous saviez que vous alliez miser pour value. En ayant comme ça toujours à peu près la même durée, quelle que soit votre décision, vous allez être beaucoup moins lisible sur les timing tells. Je vois beaucoup de joueurs, y compris des joueurs très qualifiés, qui, lorsque ils ont pris leur décision, parce que c'était une décision simple à prendre dans le contexte, répondent tout de suite. Par exemple, flop, le flop arrive, je suis hors de position, check, en une seconde. Moi, ça m'incite beaucoup à ces bêtes, même avec n'importe quelle carte, parce que je vais souvent avoir un fit or fold juste derrière, et j'ai souvent un fold parce que la personne a checké beaucoup trop vite. Voilà pour les 3 variables d'ajustement. Donc, en résumé, nous avons, pour prendre une bonne décision, à considérer les 3 facteurs de base. On reviendra dans le détail de comment ces 3 facteurs de base, la position, le stack et le range, se combinent. Et ensuite, vous avez des variables d'ajustement qui vont modifier votre décision prise sur des bases mathématiques, qui sont les adversaires, en fonction de leur fréquence, le board, c'est-à-dire les cartes qui sont affichées sur le tableau, et le metagame, qui sont nos 3 variables d'ajustement. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment tout le jeu est basé sur des fréquences pour calculer mathématiquement une décision valable et comment on exploite les adversaires par rapport à un jeu mathématique idéal. Et donc on comparera le jeu qu'on appelle GTO, Game Theory Optimal, avec le jeu exploitant, et nous allons voir comment on peut combiner les 2 types de jeux. À bientôt!